Et nous revenons à l'événement majeur et tragique à l'étranger. Ce sont les événements d'Afghanistan. Bernard-Henri Lévy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en première ligne de l'actualité. Votre film, Une autre idée du monde, et aussi, et d'abord, la tragédie afghane qui change le degré de cette crise. Tout le monde a été marqué par les images qu'on a vues hier, ces dizaines de morts, dont les morts américains. Votre réaction, notamment sur l'humiliation de l'Occident, est-ce que vous l'avez ressenti comme cela ? Bien sûr, et j'en suis, moi, vous savez, je fais partie des admirateurs des États-Unis. Je suis un ami de l'Amérique, je suis pro-américain. Et voir cela me brise le cœur. Voir cette humiliation, cette perte de crédit. Mais avant même le massacre d'hier, ces États-Unis qui se carapatent, ce président Biden qui présente comme des bulletins de victoire, des bilans d'évacuation, tout ça c'est navrant. C'est pas l'Amérique que j'aime et que j'admire. De qui est-ce la défaite ? Parce que on peut parler de Donald Trump, de Joe Biden, des Américains, des Occidentaux. Qui perd ? Ceux qui perdent, c'est d'abord les Afghans. Ce sont les femmes afghanes. Et ce sont tous ceux qui, dans le monde entier, s'opposent à l'international islamiste. Après, de qui est-ce la responsabilité ? C'est un événement qui a été pensé par Donald Trump et exécuté par Joe Biden. C'est une sorte d'exécution, enfin, d'entreprise conjointe des deux présidents américains. C'est terrible. On va détailler ça, mais d'abord la vision d'ensemble, la force des symboles. On est 20 ans après le 11 septembre. 10 ans après les printemps arabes. Il y avait tellement d'espoir. Vous vous souvenez des printemps arabes, on disait « Ah, ça va se démocratiser, tous ces pays ». Et puis, on en est là. Non seulement il y avait de l'espoir, mais contrairement à ce que j'entends dire partout, ça commençait à marcher depuis 20 ans. Ce n'est pas vrai qu'on a échoué en Afghanistan. Moi, j'y étais pour ce film, Une autre idée du monde, il y a quelques mois. La société civile se construit, une presse libre est née et prospérait, les femmes étaient dévoilées. Et ces gens-là, pardon, on les a trahis ? Mais ces gens-là, on les a abandonnés, on les a giflés et on les a mis en danger. Et ce qui est terrible, c'est que, là encore, les gens font semblant de découvrir et d'ailleurs de se poser des questions. Est-ce que les talibans ont changé, pas changé ? Enfin, il suffit d'ouvrir les yeux. En juillet, pas il y a 20 ans, dans les dernières semaines, chaque fois que les talibans prenaient un village, ils se livraient à des exactions, à des mutilations et à des crimes contre l'humanité, contre les villageois qui leur résistaient. La force des images, Bernard-Henri Lévy, hier, tout le monde était frappé de Joe Biden. J'aimerais qu'on réécoute la séquence, notamment de la minute de silence. Il y a eu, il faut le dire, des instants de gêne. Ça me frappait ici même sur ce plateau lors du direct hier. Oui, j'ai vu l'émission. Son âge, il ne faut jamais parler de l'âge du capitaine, mais le fait que ce soit un monsieur âgé, une image apparemment faible des États-Unis, tout ça jouait dans la... Ce n'est pas une question d'âge, Darius Rochebin. Vous savez, Roosevelt était âgé mais fort, malade. Mais fort politiquement. Mais fort politiquement. Il avait du caractère. Churchill était plus jeune, mais enfin, il était physiquement très affaibli. C'est lui qui a tout de même été en première ligne de la défaite du nazisme. On peut être un président âgé ou un premier ministre âgé et être animé par une énergie de lion. Écoutons quand même cet extrait. Il a été beaucoup regardé, on a parlé d'affaiblissement, et effectivement, ce n'est pas une question d'âge, ça va bien au-delà de ça. Une certaine Amérique, peut-être, qui ne veut plus faire l'effort de porter sa voix si fortement dans le monde. Thank you. May God bless you all, and may God protect His troops and all those standing watch for America. Voilà, dans la série des présidents américains, vous en avez fréquenté plusieurs, dont Obama, dont vous annonciez la victoire. C'est un mauvais symbole. C'est une image terrible, parce que c'est une Amérique qui tourne le dos à ses propres valeurs et à ses propres intérêts aussi. Parce qu'il n'y a rien de plus sot que l'argument selon lequel l'Amérique n'avait pas d'intérêt en Afghanistan. Si on réfléchit sérieusement, si on veut bien considérer que la géopolitique existe, que la planète est ronde, une grande puissance et une puissance démocratique a des intérêts partout,
y compris et peut-être même surtout en Afghanistan. Mais pardon, est-ce que là, vous n'êtes pas idéaliste? Habileté de Joe Biden sous l'allure peut être faible. Est-ce que c'est pas une suprême habileté parce que c'est mort américain pour beaucoup d'Américains? Est-ce que c'est pas la preuve que décidément, oui, il faut partir vite? Il faut laisser tomber ce bourbier où on risque d'avoir d'autres morts. Attendez, il ne faut pas inverser. C'est parce que les Américains sont partis qu'il y a eu ces morts. C'est dans cet aéroport en proie à la panique, dans ce climat de débâcle, au milieu de ce Saïgon auto-infligé, qu'a eu lieu le carnage d'hier soir. Il ne faut pas renverser. Depuis que les États-Unis ont cessé leur mission de combat, c'est-à-dire depuis 2014, et depuis 2020, il n'y avait beaucoup moins, et même pas, de victimes américaines. Et qu'est-ce que c'est qu'une grande puissance? Ça peut vouloir dire, c'est pas une guerre, une présence militaire. Mais pardon, on parlait des Soviétiques tout à l'heure. Les Soviétiques se sont cassés les dents, les Britanniques se sont cassés les dents avant eux. Mais pas les Américains. Non. Fait. Entre 2001 et 2021, nous ne nous sommes pas cassés les dents. Nous avons encouragé des femmes à se libérer. Nous avons encouragé des journalistes à faire leur métier. Moi, j'ai créé en 2001 un journal qui s'appelait Les Nouvelles de Kaboul, qui a existé pendant quelques années. J'ai vu naître et j'ai un tout petit peu contribué à faire naître cette génération de journalistes. Et ce que je vous dis là est vrai de tous les segments de la société civile. Donc nous n'avons pas échoué. Et c'est ce qui est le plus triste dans cette histoire. Est-ce que ça n'est pas faire l'économie? À votre place hier, il y avait Vincent Hugeux, très bon reporter, qui disait comme vous, effectivement, qu'il y a cet Afghanistan libéral qui veut changer, qui veut la liberté, mais il y a aussi l'autre Afghanistan rural, conservatrice, même parfois de sympathie avec les talibans. Il ne faut pas la négliger non plus. Écoutez, même l'Afghanistan rural, vous savez, je connais un tout petit peu l'Afghanistan, il n'est pas d'accord avec les mutilations des femmes. Il n'est pas d'accord avec ce qui est arrivé à Kandahar il y a quelques semaines, à ce dessinateur afghan, cet humoriste, qui s'appelait Kashas Svan, qui, parce qu'il s'était moqué des talibans, a été torturé, lynché à mort, et son cadavre a subi les derniers outrages. Les paysans afghans, ils ne sont pas aussi arriérés que veulent bien le dire les soi-disant experts. Ils ne veulent pas de ça. Qui va profiter dans la région? Qui va profiter? Vous parlez, c'est dans le point, d'international islamiste. Ce ne sont pas seulement les talibans, le groupe État islamique qui a frappé hier, d'autres dictateurs de la région. D'abord l'international islamiste, en effet, et je souhaite bien du plaisir à celles et ceux qui prétendent établir des distinguos entre Al-Qaïda, Daesh et les talibans. Joe Biden hier qui disait les talibans c'est un peu moins pire, si j'ose dire. Enfin, écoutez, c'est une plaisanterie. Tout ça est totalement imbriqué. Ce sont les mêmes. Daesh en Afghanistan, ce sont des dissidents des talibans. Al-Qaïda ont été abrités par les talibans. Erdogan, vous le mettez dans cette série? Alors, ce que je dis, en effet, dans le papier auquel vous faites allusion, et ce qui est ma conviction profonde, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai tourné ce film, ce tour du monde des endroits de déréliction et de malheur, c'est que, avec le retrait américain, et avec le découragement des démocraties en général, il y a 5 larrons qui ramassent la mise. Il y a en effet les Turcs, avec leur rêve néo-ottoman qui est mortifère. Il y a les Russes, Vladimir Poutine, dont je ne vous apprendrai pas que ce n'est pas spécialement un démocrate. Ce sont les Iraniens qui sont en train d'établir leur arc chiite, notamment d'ailleurs en Irak. Et puis ce sont les Chinois. Alors, ce qui est très étrange, et vraiment, c'est difficile de donner des leçons à des chefs d'État, mais enfin, des gens qui nous disent notre cible, notre enjeu, notre priorité, c'est la Chine, et qui donnent aux talibans le contrôle des ressources minières de l'Afghanistan, qui leur permettent de s'implanter dans cette zone charnière. Tout ça est absurde, c'est nul, c'est navrant, c'est attristant. Est-ce que ça n'est pas en même temps un symbole de 2021 et peut-être de ce qui va suivre, c'est-à-dire la plus grande dictature de la Terre, la Chine, avec qui on commerce d'ailleurs abondamment, qui, comme vous dites, ramasse la mise. Elle est à Kaboul. Et elle s'entend bien, visiblement, avec une grande partie du monde arabe. Ont reçu, les dirigeants chinois, à un très haut niveau, au niveau du ministre des Affaires étrangères, ont reçu les talibans dès le mois de juillet dernier, en leur disant qu'ils allaient s'entendre, moyennant
quelques concessions sur la question des Ouïghours. Mais on a offert l'Afghanistan et tout ce que ça représente sur un plateau d'argent à 5 dictatures. Alors, le Qatar, l'Iran, la Turquie, la Russie et la Chine. Voilà. Que faire, Bernard Lévy, parce que tout ça, même si on est d'accord avec vous, que faire exactement? Un pays comme la France, on le voit, on en est à la difficulté de rapatrier un certain nombre de gens qui ont travaillé avec les Français. Hier, Emmanuel Macron parlait de ces quelques bus que la France espère pouvoir protéger. Quand on est la France... Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est la France, on peut faire plus que quelques bus. Excusez-moi. La France, c'est pas quelques bus. La France, c'est une grande histoire, c'est une grande tradition, c'est une parole qui porte loin. Il y a dans mon film un personnage qui est le fils du commandant Massoud, le jeune Ahmad Massoud. On a vu ce reportage dans Paris Match où vous allez le voir, et vous connaissiez évidemment, vous étiez ami du père. Je connaissais le père, je l'ai connu lui petit enfant, mais surtout, je l'ai vu là parmi les commandants de son père dans le Panchir, à la tête de ses propres commandants. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il résiste, il tient, et il a publié dans ma revue La règle du jeu un appel, et dans le Washington Post, où il se réclame de la mémoire du général de Gaulle, où il se réclame de l'esprit de Winston Churchill, où il porte haut les valeurs de l'Europe. Alors qu'est-ce que peut faire la France? Soutenir Ahmad Massoud et ses compagnons. Voilà. On est loin de cette réalité-là, cela se voit dans votre film. Il y a une séquence qui résume tout ça de manière assez frappante. Ce n'est pas les Afghans, en l'occurrence, ce sont les Kurdes et les combattantes, les femmes kurdes. Et vous leur posez la question précisément de l'international islamiste et ils répondent de manière extrêmement simple. On va l'écouter. You believe in paradise? املاخ نقاش دم يعني وصا هيك وسم نقاش صار ما بينا مشخور شوا صار نقاش نينا. What is the biggest enemy, ISIS or Erdogan? هردو ياكن زاتن هردو ياكن. Alors Lévy, c'est touchant. En même temps, est-ce que ce ne serait pas le monde des perdants aujourd'hui, c'est-à-dire effectivement les Afghans abandonnés, les Kurdes abandonnés, et l'intérêt des États, la froide raison des États qui dit aux gouvernants qu'il n'y a pas grand-chose à faire? C'est pas la froide raison, c'est la froide folie, si vraiment on va vers cela, et je ne m'y résigne pas. Je ne suis pas sûr qu'on ira vers cela. Vous savez, il y a ce soir, il y a quelques heures, j'ai reçu un message d'un ami aux États-Unis. Il y a des sénateurs et des congressmen qui sont en train, qui l'ont peut-être déjà déclaré d'ailleurs, de dire que ce qu'il faut faire, pour répondre à votre question, c'est dire que les talibans, la prise de pouvoir par les talibans est illégale, dire que l'ordre constitutionnel n'est plus respecté, mais dire que les représentants authentiques du peuple afghan, c'est comme les gaullistes à Londres. Vous dites dire, mais au-delà de dire, qu'est-ce qui existe? Un grand prince saoudien a découpé en morceaux un journaliste il y a quelques années maintenant. Tout l'Occident a dit scandale, on va réagir. Là, rien. Il est tout à fait tranquille. Là, on peut aider. Vous parlez du Qatar, on a d'excellentes relations avec le Qatar. Alors, je vais vous répondre précisément. En réalité, on ne fait rien. Je vais vous répondre précisément. Tout le monde s'étonne de ce que l'armée afghane se soit débandée, se soit évaporée. Elle s'est évaporée tout simplement parce qu'elle a été trahie et par ses généraux et par ses alliés. Il y a une partie de l'armée afghane, les combattants du Panchir, qui, eux, ne cèdent pas, ne déposent pas les armes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les aider. Voilà. Le Ahmad Massoud, ce jeune homme, qui n'est pas taillé pour la guerre, qui n'est pas un warlord, qui est un jeune homme formé à l'astrophysique dans une université anglaise, il demande un soutien logistique, un soutien matériel et un soutien militaire. Eh bien, un pays comme la France, qui vend des armes à la terre entière, un pays comme les États-Unis, qui vend des armes au reste de la terre, la moindre des choses, ce serait d'en vendre aux Panchiri, qui sauvent l'honneur, qui gardent haut le drapeau des valeurs pour lesquelles nous prétendons nous battre et qui nous ont fait confiance. Bernard Lévy,
un film et aussi un livre sur la route des hommes sans nom. C'est très frappant de voir que ça remonte loin. Vous êtes là depuis très très longtemps. On va rappeler une photo qui date de, je crois, de 77. C'est la barbarie à visage humain. Déjà à l'époque, alors c'était pas le fanatisme islamique, mais c'était le fanatisme pro-soviétique, ou c'était aussi les restants de l'extrême droite. Vous étiez déjà contre tous les totalitarismes. Ça vous a jamais tenté, hein? Dans votre génération, vous racontez, c'est là qu'on voit d'ailleurs que c'était pas mieux avant, chez beaucoup d'intellectuels très brillants qui tombaient dans des conneries épouvantables pour Mao, pour Pol Pot, qui tuaient tant de malheureux à l'époque. À l'époque aussi, on s'arrangeait de ces régimes. Je n'ai jamais été tenté, comme vous dites, par le totalitarisme, et j'ai toujours été horrifié aussi par l'esprit munichois, c'est-à-dire par le consentement au pire, par l'idée qu'on ne peut rien faire, par cette façon que nous avons trop souvent de baisser les bras face à l'ignominie et à l'horreur du monde. Moi, c'est quelque temps que j'ai passé avec les jeunes femmes que vous avez montrées à l'instant, sont parmi les plus bouleversants et les plus instructifs de ma vie, à cause de leur vaillance et à cause de leur lucidité. Donc moi, ce qui me tente, comme vous dites, c'est de les soutenir, en effet, autant que je le peux. Et notamment par ce film, qui est un hommage que je leur rends, ainsi qu'à quelques autres peuples humiliés et délaissés. Ce qui se passe en Afghanistan, est-ce que ça ne fait pas écho à ce qui se passe ici? C'est-à-dire ici aussi, une grande partie de l'opinion qui considère que la démocratie ne s'exporte pas, qu'il y a une certaine relativité des choses, que chaque peuple a son organisation. Ce sont des idées qui progressent ici aussi. Le vrai problème, c'est pas, bien sûr que ça ne s'exporte pas. Et ceux qui ont plaidé comme moi, comme Bernard Kouchner, comme d'autres, pour la responsabilité de protéger, ils disaient pas qu'on allait exporter clé en main la démocratie. Bien sûr, mais ceux qui vont plus loin encore, ils disent c'est pas vrai que c'est universel. Voilà. Ceux qui disent les Chinois au fond ne veulent pas tellement ça la démocratie. Il y a pire que ça, c'est ce racisme culturel, dont fait montre la droite et bien souvent maintenant la gauche, qui consiste à dire la démocratie, c'est pas pour tout le monde. Chacun a ses valeurs relatives, a sa singularité culturelle, qui fait que dans beaucoup de cas, les droits de l'homme, le droit pour une femme de ne pas être excisée, le droit pour un homme de ne pas se faire couper la main, ne valent pas. Voilà ce que pense une partie de notre gauche identitaire, racialiste, woke, et voilà ce que pense une grande partie de notre extrême droite, souverainiste, et qui pense que les frontières du droit s'arrêtent à nos frontières nationales. Dans ce conflit d'idées, vous êtes toujours très présent, alors parmi ceux qui vous apprécient, parmi ceux qui vous détestent aussi. C'était frappant dans les manifestations de certains, pas tous, loin de là, évidemment, toute petite minorité, mais chez les antivax, avec les fameuses pancartes antisémites. Alors vous êtes toujours là, hein, il y a un mélange de noms qui évidemment est assez saisissant, parce qu'il y a des personnalités juives, d'autres qui ne le sont pas du tout, mais cette haine récurrente contre... Qu'est-ce qui excite à ce point-là ces milieux-là? C'est quoi? C'est le cosmopolitisme dans leur vision, dans leur folie, dans leur vision du monde? Je ne sais pas. Et honnêtement, je n'ai jamais pris la peine de les psychanalyser. Moi, ce qui m'importe, c'est en effet ces femmes combattantes kurdes. C'est le jeune Massoud qui est bien seul aujourd'hui dans son Panjshir, qui se sent abandonné et qui espère en la France comme en une sorte de puissance messianique. Moi, c'est ça qui m'importe. Ce que peuvent penser quelques crétins antisémites qui mettent autour de Macron toute une galaxie de noms dont je crois que le point commun est quand même bien souvent d'être juif. Bien sûr, mais qu'ils aillent au diable. Qu'ils aillent au diable. Je ne leur ferai pas l'honneur de m'intéresser à eux au-delà de ça. Il y a quelque chose dans l'époque des minorités sans doute, mais des minorités qui ont beaucoup grandi, qui ne croient pas au libéralisme, qui sont hostiles aux idées libérales. Il y a ces tirages de Mein Kampf. C'est peut-être un symptôme. On était étonnés, vous étiez étonnés vous-même, on vérifiait tout à fait les chiffres apparemment. Fayard, réédition de Mein Kampf, plus de 9000 exemplaires, réédition. Alors c'est des phénomènes marginaux. Jean-Luc Mélenchon dit par exemple que c'était une erreur de Mein Kampf, une erreur de Fayard de rééditer. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je ne commenterai pas non plus la déclaration de Jean-Luc Mélenchon. Je vais vous dire, une édition scientifique de Mein Kampf, comme celle qu'a faite Fayard, exemplaire, c'est mieux que les centaines de milliers d'exemplaires de Mein Kampf qui circulaient sur Internet
par des sites du dark web, sans aucune contextualisation et sans aucun appareil scientifique. Donc moi, j'ai soutenu cette publication et je pense que c'est une publication anti-nazie et antifasciste cohérente. Bernard Lévy, vous portez des idées qui sont, en tout cas c'est une thèse, en perte de vitesse dans le monde de la démocratie. Quand on regarde la carte du monde, la Chine, l'immense Chine dictatoriale, une grande partie du monde arabo-musulmane, dictatoriale, tant de pays d'Afrique en dictature. Là, le rapport de force est qui en France porte encore vraiment fortement l'idée démocratique européenne, d'après vous? Votre candidat en 2022, ce sera qui? Ce sera celui de 2017, c'est-à-dire très probablement, enfin on va voir les débats, les programmes, mais très probablement Emmanuel Macron, qui sur les deux terrains dont vous parlez là, l'Europe, le cœur de la pensée libérale, il est bien. Voilà, il n'a pas démérité. Et qui, sur les questions dont nous avons parlé jusqu'aujourd'hui, il est aujourd'hui, par exemple, à Bagdad. Il arrive cette nuit à Bagdad. Je crois qu'il a tenu, malgré certainement la mauvaise humeur des dirigeants irakiens, à faire une escale chez les Kurdes d'Erbil. Il y a aujourd'hui, j'ai reçu des photos, dans l'attente de sa visite, des magnifiques banderoles sur l'aéroport d'Erbil, en français, bienvenue au président Macron. Il sait ça. Il sait que la visite d'un président français dans une nation naufragée, auprès d'un peuple humilié et vaillant, comme le peuple kurde, il sait que c'est un beau geste. Voilà. Alors, il y aura d'autres... On verra le débat, mais c'est pas mal. Bernard Lévy, merci beaucoup. Votre livre « Sur la route des hommes sans nom » et votre film aussi. Voilà, on voyait la photo de celle de 77, on peut la rappeler. Hein. C'est rare les gens qui tiennent tellement dans le paysage. Vous avez été beaucoup aimé, beaucoup détesté aussi. Toujours. Si, ça n'a pas d'importance, bien sûr. Oui, mais ça ne m'intéresse pas, ça n'a pas d'importance. Et vous disiez tout à l'heure des idées, être minoritaire ne m'a jamais embarrassé non plus. Je crois même que c'est le devoir d'un intellectuel, parfois, d'être minoritaire et de continuer de défendre son point de vue, vaille que vaille. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Tout de suite, le documentaire de LCI sur l'autoroute et nous nous retrouvons tout à l'heure.